Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir avec cette question. Quel président français faut-il dans le contexte international actuel, tandis que les menaces se multiplient et que la politique américaine suscite des interrogations? Quelle peut être la place de la France sur cet échiquier mondial incertain? Le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. À un peu plus de 10 jours du premier tour, les dynamiques des candidats reflètent leur fin de campagne. Alors qu'en est-il pour les différents prétendants à l'Élysée sur ce sujet et cette photographie politique à cet instant? Le match des idées opposera le journaliste de Valeurs Actuelles François Dorcival à Yves Deray, rédacteur en chef au Parisien Magazine. Enfin, l'entretien, mon invité nous expliquera pourquoi les candidats multiplient les références historiques dans la campagne, parfois, souvent d'ailleurs, à leurs dépens. Jean-Noël Jeannet est historien, professeur émérite des universités et auteur de cet ouvrage, Le récit national, une querelle française chez Fayard. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Cécile Sixou. De la nourriture et un toit provisoire dans un gymnase, 700 des 1500 réfugiés présents à Grande-Synthe ont pu être accueillis en urgence après l'incendie qui a ravagé le camp dans lequel ils étaient logés. Le maire de la ville en appelle à la solidarité nationale. Ils étaient 1400 sur le camp hier après-midi. Ces personnes aujourd'hui errent un peu partout. Ça vient d'être dit dans des autoroutes, dans des lieux divers et variés. Il faut effectivement, comme vient de le dire monsieur le préfet, assurer leur prise en charge, les rassurer, les réconforter, les rassurer, puis les mettre à l'abri. Mathias Felke et Emmanuel Cos, les ministres de l'Intérieur et du Logement, se sont rendus sur place. Leur objectif, ouvrir des places supplémentaires dans des centres d'accueil et d'orientation pour accueillir les migrants. Manifestation. Ils sont en colère. Les 350 surveillants de la prison de Fleury-Mérogis ont bloqué hier l'entrée du plus grand centre pénitentiaire d'Europe pour protester contre leurs conditions de travail. Parmi leurs revendications, le manque de personnel. La prison accueille 4500 détenus pour 2900 places. Ils demandent également une fouille générale de la prison et un report de l'ouverture de quartiers pour détenus radicalisés. Ils ont été reçus aujourd'hui par l'administration pénitentiaire. Benoît Hamon. Madame, monsieur, mes chers concitoyens, concitoyennes, je vous demande de m'élire président de la République. Voilà les premiers mots de la lettre envoyée par Benoît Hamon à 9 millions de Français pour relancer sa campagne. Très bas dans les sondages, avec moins de 10% des intentions de vote, le candidat socialiste joue sa dernière carte. Il veut rassembler autour de lui ceux qui seraient tentés de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. Je veux vous dire que la gauche qui agit en restant de gauche peut et doit gagner. Enfin, il appelle à voter pour et ne pas se résigner à voter contre. Déclaration. C'est incroyable comme vous êtes jeune. Incroyable. Incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point à chaque fois, ça me dit que nous avons raison. À chaque fois. À chaque fois. Et je me dis que si toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont déjà fait le résultat du 23 avril venaient et non attendez non mais le 23 avril on va gagner donc et qu'ils venaient au moins prendre quelques gouttes de l'énergie que vous me donnez à chaque fois. Je veux vous dire vraiment que vous êtes la bonne et grande révélation de cette campagne. Économie. Non, non, Pierre Gattaz ne fait pas de politique et ne s'engage pour aucun candidat. Mais cela ne l'empêche pas de donner son avis. Pour lui, seuls les programmes économiques de deux candidats sont crédibles, ceux de François Fillon et Emmanuel Macron. En revanche, ceux de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen vont vers la catastrophe absolue. Je m'aperçois que Benoît Hamon ne comprend pas, ne connaît pas
n'a jamais vu une entreprise de près, ne sait pas gérer une entreprise, n'a jamais embauché. Et il est totalement, je dirais, à l'ouest ou à l'est. Son programme économique est totalement inapplicable et serait aussi, je dirais, catastrophique pour l'économie française. Déclaration. C'est cette nouvelle Europe qu'il faut créer. Celle qui est conforme à ce dont on discutait à l'époque, c'est le plan Fouché de 1962. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un bond en avant, qui est une Europe des patries, des peuples et des projets, avec les projets d'avenir, où on est dans un gouvernement, comme le dit l'article 2 de la Constitution, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, l'Europe aujourd'hui, du propre aveu de Juncker, par exemple, ou d'autres commissaires, c'est une Europe que le peuple ne peut pas comprendre, donc le peuple ne doit pas s'en occuper, et soit d'être fait entre experts qui sont bien au courant du monde de la finance. Et avant de passer à notre débat ce soir, cette information sur les explosions qui ont retenti à Dortmund, à proximité du bus de l'équipe de foot de Dortmund en Allemagne, alors que devait avoir lieu le match aller de quart de finale de la Ligue des Champions face à Monaco. Un joueur de l'équipe allemande a été blessé. Ce sont 3 fortes détonations qui ont secoué le bus et brisé ses vitres. Pas d'autres éléments pour le moment. Nous reviendrons bien sûr sur cette information de la soirée s'il y a davantage d'informations. Au cœur de notre débat, à présent, rien ne va plus sur l'échiquier mondial. La Corée du Nord se dit prête à la guerre contre les États-Unis. Comme dans le dossier syrien, le président américain a montré ses muscles en envoyant un groupe aéronaval dans la péninsule de Corée. Mais au-delà de ces démonstrations, quelle est la politique et la doctrine surtout de Donald Trump? Comment lutter contre le terrorisme qui frappe partout et récemment les chrétiens d'Orient? Et enfin, quel leader français faut-il dans un tel contexte? Et bien sur tous ces sujets, le débat avec nos invités. Ce soir, je vous les présente. Anne Gulicelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de la structure de conseil Terrorisque. Vous êtes également auteur de la bande dessinée 13 novembre, reconstitution d'un attentat, paru aux éditions Delcourt. À vos côtés, Gérald Olivier, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Atlantico. Nous accompagne également Frédéric Pons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, professeur à Saint-Cyr, auteur du livre Le martyr des chrétiens d'Orient, paru chez Calman Lévy. Et à vos côtés, Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, chroniqueur à l'Obs. Alors, madame, messieurs, avant de passer en revue les tensions sur la carte du monde, et elles sont nombreuses, on va s'arrêter sur les initiatives de Donald Trump. Est-ce le retour de ce que l'on a appelé le gendarme du monde? On voit tout cela avec Cécile Sixou. C'était une promesse de campagne. Donald Trump voulait désengager son pays des affaires du monde. Pourtant, en quelques jours, le président américain a effectué un spectaculaire changement de pied. Jeudi dernier, il a bombardé une base aérienne syrienne pour punir Bachar el-Assad d'une attaque chimique présumée. 48 heures plus tard, nouvelle démonstration de force. Il envoie un porte-avions et sa flotte vers la péninsule coréenne, une mesure de précaution face à la menace nucléaire nord-coréenne. 2 dossiers où le président américain s'affirme sur la scène internationale en jouant la carte de l'indépendance vis-à-vis de la Russie tout d'abord, qui soutient Bachar el-Assad et considère les frappes américaines comme une agression contre un État souverain. Vis-à-vis de la Chine, ensuite, Washington avait demandé à Pékin de résoudre les problèmes du nucléaire nord-coréen, mais face à son inaction, Donald Trump s'est dit prêt à agir seul, quitte à entrer en guerre avec Kim Jong. Exactement, il se dit prêt à agir seul et plus précisément, il dit vouloir se charger seul, Pierre Aski, du problème des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Selon vous, est-ce que c'est une politique de l'émotion, du coup de menton, ou est-ce que c'est, comme on l'a dit, peut-être le retour du gendarme du monde avec peut-être une stratégie bien réfléchie? Alors, j'écarterai la dernière hypothèse de la stratégie bien réfléchie parce que ce soit sur la Syrie ou sur la Corée du Nord, on a quand même des choses assez incohérentes. Il y a une semaine, tous les responsables de l'administration disaient Bachar el-Assad n'est pas le problème, c'est Daesh le problème. Et une semaine après, Donald Trump lui-même annonce qu'il agit parce qu'il a vu les cadavres d'enfants à la télévision. Donc on est dans l'émotion. Alors effectivement, on peut dire que c'est un gendarme impulsif, mais en tout cas, moi je ne vois pas de doctrine cohérente, même si
des membres de l'administration, à commencer par Rex Tillerson, commencent à essayer d'élaborer cette doctrine. Mais sur la Corée du Nord, c'est quand même très étrange parce que envoyer un porte-avions avec ses navires accompagnateurs, ça s'est déjà fait par le passé, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les utiliser. Mais ce matin, Donald Trump s'est réveillé avec un tweet, c'est son habitude, en disant ça serait bien que les Chinois règlent le problème nord-coréen, mais s'ils ne le font pas, je le ferai moi-même. Et là, il se trouve que Xi Jinping était quand même aux États-Unis il y a à peine 3 jours avec Donald Trump, et qu'on imagine mal Donald Trump décider aujourd'hui on n'envoie pas des Tomahawks sur un pays qui possède l'arme nucléaire et qui est dirigé par des gens dont on peut imaginer qu'ils n'hésiteraient pas à l'utiliser s'ils étaient dans une situation désespérée. Donc, quelle est sa doctrine, quelle est sa stratégie? Oui. Voilà. On va poursuivre le tour de table sur cette question. Et Gérald Olivier, on a suivi ensemble la campagne américaine où on se souvient que Donald Trump, il dénonçait l'interventionnisme justement américain. Est-ce que ce revirement vous a vous-même surpris? Au départ, oui, mais quand on regarde, il y a quand même des raisons de le comprendre. Ce que c'est, au départ, c'est une démonstration de force. C'est une double démonstration de force, et Donald Trump a toujours affirmé qu'il voulait avoir la force de son côté. Son programme en politique étrangère, il est inspiré du président Reagan, on l'a déjà dit, c'est la paix à travers la force. Peace through strength. Donc là, ce qui s'est passé en Syrie, en fait, ce n'est pas tant une incursion dans un conflit intérieur qu'une sanction vis-à-vis d'un pays qui a violé une convention internationale, qui est une convention sur les armes chimiques, qui a d'ailleurs été à l'époque négociée à Paris, qui a été ratifiée par 160 pays, et qui interdisait l'usage de ces armes, qui en plus, venant d'un pays qui avait officiellement démantelé son arsenal chimique. Donc là, on a une réaction d'un pays qui, c'est vrai, a tendance à être le gendarme du monde, de la part d'un président qui voulait ne pas le rester, mais qui, de manière, je dirais pas impulsive ou presque historique, continue à l'être. J'ai un petit peu envie de comparer la situation du président américain vis-à-vis du reste du monde à celle de la France vis-à-vis de l'Afrique. On a un héritage en Afrique, et en Afrique, quand il se passe quelque chose, même si on n'arrête pas de répéter qu'on veut que les choses évoluent, ben on y va quand même, parce que si nous on n'y va pas, personne d'autre n'y va. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Peut-on imaginer ce qui se serait passé si Donald Trump n'était pas intervenu en Syrie? On aurait quoi? On aurait un débat au Conseil de sécurité, on serait à débattre de qu'est-ce qui s'est véritablement passé, qu'est-ce qu'il faut faire. On parlerait sans agir. Trump a voulu envoyer la situation avec Barack Obama. Trump a voulu... Justement. Il y a eu un rapport sur lisez la déclaration de Donald Trump où il évoque ces fameuses lignes rouges. Il a voulu se démarquer, et se démarquer de manière forte de ce qu'avait été la présidence Obama, en disant moi j'ai pas les mains qui tremblent. Donc c'est une affaire de politique intérieure américaine. Pas uniquement. Voilà. Je pense quand même que derrière ça, il y a une volonté de marquer un coup pour peut-être éviter d'autres ennuis à l'avenir. Non, moi je ne crois pas, c'est plus simple que ça. Je ne crois pas qu'il faille chercher une doctrine ou une stratégie nouvelle. On est dans la tactique, et dans la tactique politicienne à usage de Washington. Avec cette affaire, ce tir de missile préalablement annoncé aux Russes, qui ont donc prévenu les Syriens, et qui a eu des effets assez dérisoires sur le terrain. Ça ne change pas le cours de la guerre, ça ne remet pas en cause le front. Avec cette frappe de missile, Donald Trump il cherchait depuis un moment une césure véritable avec la présidence Obama. Il a subi depuis son arrivée à la Maison-Blanche fin janvier une série de déboires. Les déboires, c'est les échecs relatifs, mais échecs sur la santé, sur l'immigration. Il fallait qu'il se réinstalle en président, en chef de l'État. Et aux États-Unis... Vous voulez dire qu'il est devenu président le jour où il a tiré ses missiles sur la Syrie? Oui, en exagérant à peine, oui. Parce qu'aujourd'hui, il s'installe avec son uniforme de chef militaire. Il impose au monde entier son leadership. Quand je dis au monde entier, c'est pas seulement aux malheureux Syriens, c'est aussi qu'il recevait le Chinois, Xi Jinping, ce même jour. Il a reçu des chefs d'État, notamment le roi d'Arabie Saoudite. Enfin, il a eu toute une activité diplomatique, mais reposant sur rien. Et là, avec cette frappe de missile, il montre au monde
qu'il a des muscles et qu'il les met sur la table, et surtout, il ressoude, et c'est ça, à mon avis, le plus important, il ressoude le camp républicain qui était un peu faceillant, un peu fracturé, et notamment, il rallie à lui des gens comme John McCain, qui était un opposant assez agaçant pour Donald Trump. On va parler de ces problématiques internes. Mais au-delà de la dimension intérieure que vous faites bien de rappeler, effectivement, par rapport au déboire qu'il a pu connu et ces espèces de rééquilibrage qu'il a pu faire en termes de puissance, de pouvoir et de capacité de persuasion en interne sur les dossiers externes, on a envie de dire qu'à chaque fois, quand même, c'est un petit peu embêtant, mais à chaque fois, les dossiers de politique extérieure servent souvent d'alibi pour attester d'une présidentialité, on est en plein dedans avec l'élection présidentielle française, d'attester d'un pouvoir, parce que puisqu'on arrive, ce qui est quand même plus complexe à imposer au niveau intérieur, eh ben on fait plus d'éclat, et il y a quand même une espèce de grandeur à agir, même si c'est totalement tactique, comme vous le rappeliez très justement. C'est-à-dire que finalement, vu qu'il y a eu une communication entre la Russie, Donald Trump a prévenu Poutine, lequel a prévenu évidemment Bachar el-Assad. Au final, la base qui a été ciblée, il n'y avait plus grand monde dessus. Ils n'ont pratiquement rien cassé. Voilà, on voit les images, c'est assez frappant. Et les vols ont repris le lendemain. Et les vols ont repris, absolument. À $1 million, ils avaient des stocks à écouler, manifestement. Et ils ont cassé du béton et retourné la terre. Oui, mais donc, en gros, c'était officiellement un acte de bravoure de la puissance américaine qui marque ses valeurs internationales, etc. Mais en réalité, au plan opérationnel strict, les capacités syriennes n'ont pas été véritablement affectées. Allez-y, mais attendez, Gérard, je voudrais insister parce que c'est important de connaître les hommes du président autour de lui. Oui. Il y a des généraux quand même. Jim Mattis, Herbert McMaster. Rex Tillerson n'est pas général. Non, il n'est pas général. John Kelly, l'officier de cavalerie, vous le dites, Mike Pompeo, etc. Est-ce que tous ces hommes-là qui sont arrivés, qui sont autour de lui récemment, est-ce qu'ils sont en train de l'influencer aujourd'hui ? Oui, mais on va dire dans le bon sens. Mais je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit. Parce que lorsque j'ai fait ma première intervention, j'ai dit ce n'est pas une intervention américaine dans le conflit syrien. C'est une sanction américaine pour la violation d'un traité international. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, faut pas regarder l'angle des tirs sur quel a été leur impact sur la guerre. Non, ça ne va pas changer l'issue de la guerre. Analysé comme vous. Par contre, il s'est passé quelque chose. C'est que ça a été aussi un avertissement et un message envoyé à Moscou. Parce que c'est sous supervision russe que devait se faire le démantèlement de l'arsenal chimique. Rex Tillerson l'a très clairement dit. Soit les Russes ont été bernés par leur allié syriens, soit ils ont été complices. Mais dans l'un ou l'autre cas, ils sont responsables de ce qui s'est passé mardi pour dernier. Pour l'instant, personne n'a de preuve de l'implication du régime syrien dans ce nuage chimique. Alors, si les services de renseignement américains sont effectivement correctement renseignés et ont vraiment des preuves dans ce sens-là, non seulement eux ont affirmé que les frappes venaient du régime, mais ils sont même allés jusqu'à dire que Moscou avait été informé à l'avance de ces frappes. Gérald, ne soyons pas naïfs. En 2003, les services américains avaient toutes les preuves. Mais ça n'a rien à voir avec 2003. Et même Colin Powell sortait la petite fiole. En 2003, on a... Il y a une responsabilité de Bachar al-Assad, je crois que personne ne l'exclut, qu'on voit le niveau de cette responsabilité dans cette attaque-là, ça c'est autre chose. Pierre, je pense que c'est donner le beau rôle à Trump et à son administration que de penser qu'il a agi pour faire respecter le droit international sur les armes chimiques. Moi, je pense, pour être très peut-être que je me trompe complètement, mais que la dimension de politique intérieure, elle est fondamentale. Parce qu'on a... Quel est le bénéfice Le bénéfice, c'est la présidentialité. Mais souvenez-vous, on a vécu la même chose. L'intervention de François Hollande au Mali, qu'est-ce qu'on a dit ? Il est devenu président le jour où il a envoyé l'armée au Mali. Et il avait du mal à être dans l'habit. On a la même chose avec Trump en 3 mois et avec une intervention d'où l'instrumentalisation, ce que je disais, des dossiers extérieurs. Entouré par une brochette de généraux qui sont effectivement, comme disait Thomas Friedman dans le New York Times la semaine dernière, ce sont les adultes du gouvernement. Ce sont les seuls, effectivement...
gens qui sont organisés. Il y a tellement de postes vacants en ce moment dans cette administration. Les militaires sont les mieux organisés. Je ne suis pas d'accord pour 2 points. La première, c'est que pour moi, Trump avait déjà endossé l'habit présidentiel. Il ne le porte pas à la façon dont les autres le portent, mais il était très présidentiel. Beaucoup de gens déjà. l'avaient remarqué sur la scène internationale. Pardonnez-moi, Gérald. C'est tout à fait exact, ça. Mais à l'intérieur, il le porte. Aux États-Unis, non, il était mis en cause dans la presse américaine, qui attendait justement des manifestations de ce leadership d'homme viril qu'il n'avait cessé de promouvoir pendant sa campagne. Et deuxième avantage collatéral, la presse américaine a toujours été contre lui et elle l'est encore aujourd'hui. Non, mais je parle aussi. Je parle du camp républicain. Le camp républicain attendait quelque chose de fort de ce président qui a été porté au pouvoir. Qu'est-ce que les frappes ont fait ? Les frappes ont divisé le camp républicain, parce que tous les républicains ne sont pas derrière ces frappes. Vous avez toujours aujourd'hui une aile isolationniste qui est représentée par Ted Cruz, qui est représentée par Rand Paul, qui sont tous les deux sénateurs, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'a fait le président Trump jeudi dernier en frappant. Donc il ne s'est pas mis tout un camp avec lui, au contraire, il a divisé son camp. Et il a même, par contre, mis certains démocrates de son côté. Donc on a tout un micmac politique où le bénéfice n'est pas du tout évident. Il a rallié quand même des soutiens à l'international avec cette décision. Et justement, ça peut peut-être l'aider à rassembler au niveau, à s'imposer au plan intérieur, parce que précisément, il avait été tellement décrié. Ce que vous dites, cette intervention étrangère, elle peut être liée à des considérations très... Il y a une autre dimension intéressante, c'est qu'on accusait beaucoup Donald Trump d'être proche de Poutine, d'être trop indulgent, d'être un peu trop soumis à l'influence russe. Or là, l'occasion. Il prend une distance, Absolument. même si c'est du cinéma. Je pense que c'est une partie du cinéma. Et regardez la réaction des Russes, très habile. La réaction de Poutine. Poutine est resté très modéré. Il a eu la même attitude à l'égard de Trump qu'au moment du refus par la France de lui vendre les Mistral. Pas de surenchère, on reste plutôt modéré. Et c'est la même ligne qu'adopte Poutine parce qu'il sait qu'il y a toute une part de cinéma à destination intérieure. Oui, là je suis d'accord. Et vous parliez tout à l'heure, Sonia, vous parliez des hommes derrière Trump. Et c'est vrai que d'ailleurs, ce qui s'est passé la semaine dernière, quelques femmes, mais assez peu, je suis désolé. Mais on voit quand même l'influence de Rex Tillerson. Qui n'a jamais eu le tropisme russe de Donald Trump. Ancien PDG, d'Exxon. Il connaît bien ce pays. On voit l'influence également du général Mattis, notamment parce que Trump avait demandé à ses généraux 3 solutions. Il y a une solution qui consistait à ne rien faire, il y avait une solution avec des frappes limitées, c'est ce qu'on a eu, et il y avait une solution avec des frappes beaucoup plus étendues, c'est ce qu'il n'a choisi de ne pas faire pour l'instant. Et puis également, on remarque, on en a très peu parlé en France, mais le fameux Steve Bannon, qui est quand même un des conseillers spéciaux du président, ne siège plus au Conseil de sécurité. Il a été plus ou moins évincé. Donc on a un changement d'influence derrière Donald Trump, et le côté très America First qui était soutenu par Steve Bannon est peut-être aujourd'hui quelque peu en retrait vis-à-vis d'un rôle américain, je dirais plus en tradition avec l'histoire des 40 dernières années. Un mot quand même sur la lutte contre le terrorisme, parce que c'était aussi, c'est ce qu'avait dit Donald Trump tout au long de sa campagne, durant sa campagne, qu'il allait, lui, surtout lutter, disait-il, efficacement contre le terrorisme. Les chrétiens d'Orient ont été ciblés. Frédéric Pons, vous leur avez consacré un livre. J'allais dire, qui pense à eux aujourd'hui ? La France, certains candidats à la FIA, ce sont encore les oubliés, les persécutés. Oui, je le pense. En fait, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai traduit dans le livre. Toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer sur place, en Irak et en Syrie, estiment qu'ils sont abandonnés, qu'ils ne sont pas compris. Et quand ils nous disent « ouvrez les yeux sur ce qui se passe chez vous, sur ces vagues migratoires qui peuvent être dangereuses », eux le disent, ils ont l'impression que personne ne les écoute et que l'espèce d'empathie que nous, occidentaux, nous avons pu avoir en 2014 quand Daesh a pris Mossoul et a chassé les villages chrétiens de la plaine de Ninive, tout ça est très vite retombé et la sollicitude affichée par François Hollande et Laurent Fabius s'est réduite à très peu de choses. Il y a très peu de visas accordés aux chrétiens et ils ont l'impression qu'on traite mieux les Sri Lankais, les Afghans et les Africains, les Maghrébins qui arrivent dans les passages de migrants clandestins que eux, les chrétiens, qui souvent parlent français et qui aimeraient s'intégrer dans notre pays. Expliquez-nous pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si je puis dire, de sélection par la religion quand les migrants arrivent. C'est une politique bien sûr, mais on aurait pu, ce qui a été fait au début, on aurait pu, notamment à Erbil, au Kurdistan d'Irak, où sont réfugiés la plupart des chrétiens chassés de la plaine de Ninive et de Mossoul, on les connaît, on sait où ils sont. On aurait pu avoir une politique un peu plus
présente, administrative, présente auprès d'eux pour leur faciliter les transferts, l'obtention de visas. Ça n'a pas été fait ou de façon épisodique, grâce souvent à l'initiative de tels consuls et de tels personnels. Mais tout ça est retombé aujourd'hui. Et les chrétiens le regrettent, ils ont l'impression d'être abandonnés en rase campagne. Non, mais je pense que je comprends ce que vous décrivez, etc. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas communautariser notre approche de soutien en direction de notre politique humanitaire, en direction de ces pays en guerre, au-delà de notre action militaire, etc. Je vous renvoie dans l'histoire à ce qui s'était passé avec le Liban, où on avait massivement privilégié l'aide aux chrétiens, et que ça nous a particulièrement posé problème. Ensuite, on a essayé de rééquilibrer, notamment avec les chiites. Enfin, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, la majorité sunnite dans ces pays-là est quand même la première cible. Je ne veux pas hiérarchiser dans la détresse et dans le désespoir et surtout dans les morts. Mais il faut hiérarchiser. Non, je ne pense pas. Attendez, non, je pense pas. Il y a une population chrétienne et yazidi qui a été victime d'un génocide. Absolument. Parce que les islamistes ont voulu les éradiquer en tant que chrétiens, pas en tant qu'Irakiens. Oui, mais ces gens-là méritaient aussi, à ce une attention particulière, d'autant plus qu'ils sont chrétiens, donc proches de nous, et qu'ils avaient des capacités d'intégration sans doute supérieures. Je pense que je suis pas d'accord. Il faut savoir le dire. Mais attends, je termine. Le vrai problème dans notre pays et en Europe, c'est qu'on refuse de voir que nous avons des racines chrétiennes qui nous porteraient sans doute avec plus d'empathie vers les chrétiens d'Orient. Vous dites, Frédéric Ronce, qu'on a une responsabilité par rapport à ces populations-là. Je vous renvoie à l'histoire. Vous n'êtes pas d'accord. Dans l'histoire de la France, la protection des chrétiens d'Orient est une constante historique jusqu'à ces derniers temps. Les Russes ne l'ont pas oublié. Oui, mais on est même revenu sur le dossier libanais, puisqu'on a réorienté notre soutien au Liban, par exemple, sur les chiites. Voilà. En tout cas, donc, vous n'êtes pas d'accord, ce sont deux approches, mais c'est important de parler de C'est important aujourd'hui de ne pas avoir une approche communautariste. Ciblée et touchée, et il est vrai, souvent oublié, c'est l'occasion d'en parler. On va écouter, vous le savez, on est dans une période d'égalité des temps de parole, on va écouter quelques candidats, notamment François Asselineau. Pourquoi ? Parce qu'il considère, ce candidat, que les États-Unis et leur influence nous entraînent vers la guerre, dit-il. Il était hier en meeting à Lille, on l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes entraînés par notre appartenance à l'Union européenne dans des hostilités croissantes contre des pays du Moyen-Orient, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, et nous sommes entraînés également dans des hostilités croissantes avec les adversaires géopolitiques de Washington, la Russie et la Chine, qui ne sont pas nos adversaires géopolitiques. Nous sommes désormais obligés d'accepter les adversaires géopolitiques fixés par les États-Unis d'Amérique. C'est ça qui est en train de nous entraîner vers la guerre. Gérald Olivier, une pente guerrière à cause des Américains. Je rappellerai simplement une évidence, c'est que en 2001, lorsque les États-Unis ont fait la guerre à l'Afghanistan, ils l'ont fait seuls. L'OTAN et donc les Français sont arrivés après les combats, en décembre. Non, en part de l'histoire. Ouais. On a fait une coalition où les Français, les militaires français n'ont pas combattu. Oui, on est tous américains, mais les Américains ont fait la guerre tout seuls. Et une fois que la guerre a été gagnée, les Nations Unies et la coalition de l'OTAN est venue derrière. Non, tout cela pour dire que c'est un vieux débat. On peut toujours débattre du leadership américain. On n'est plus dans les années 60 où De Gaulle pouvait prendre une position un petit peu entre les deux camps, indépendante, et aller mener les non-alignés. Le gaullisme n'est plus ce qu'il était, la France n'est plus ce qu'elle était, on n'est plus dans la guerre froide. Et aujourd'hui, moi je serais d'accord avec pour le relier avec ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est-à-dire qu'il y a un camp occidental, et la France en fait partie, et prétendre que ce n'est pas le cas et que les États-Unis ne font pas dans ce camp occidental, c'est un petit peu se faire des illusions. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je pense c'est une position un peu suicidaire, ce que vous décrivez. Parce que si on est le camp occidental, on est dans la guerre de civilisation et on va se retrouver... On est dans une guerre de civilisation parce qu'elle a été déclarée. Qu'on le veuille ou non, c'est pas nous qui la voulons, mais quand quelqu'un vous déclare la guerre, si vous ne vous défendez pas, il vous tue. Je pense que... Non, mais pour revenir à l'extrait que vous avez passé, moi, je pense qu'il y a quelque chose de biaisé dans cette approche, c'est que
on n'a jamais été obligé de faire une guerre. Le seul moment où on serait obligé de faire la guerre, c'est si un pays de l'OTAN était attaqué. Et là, il y a un automatisme, effectivement, de la défense et de la riposte. En 2003, nous ne sommes pas allés en Irak, mais nous n'étions pas membres du commandement intégré de l'OTAN. Mais l'Allemagne, qui en faisait partie, et qui est même un des piliers de l'Alliance Atlantique, n'est pas allée non plus en Irak. Mais nous subissons tous les conséquences. Il n'y a pas d'engrenage et d'automatisme parce qu'on est au sein de l'Union européenne ou même de l'OTAN de participer à des guerres qu'on ne voudrait pas. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et moi c'est vrai que c'est un peu un sujet que j'essaie de porter depuis un certain temps, mais on n'a aucun des candidats qui a véritablement remis en question notre engagement, en gros, notre intérêt à rester dans la coalition internationale aujourd'hui contre Daesh. On représente 4 à 5% des raids aériens qui sont menés. On fait à peu près absolument une part infime de ce qui est réalisé militairement sur le terrain contre Daesh. Et on nous dit qu'on y est pour préserver notre sécurité. On a bien vu qu'il n'y a aucun lien direct entre notre contribution infime est telle donc dans la coalition contre Daesh et la réduction de la menace terroriste nous concernant. Au contraire, elle augmente. Donc il y a peut-être au contraire c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous dites alors qu'aujourd'hui une grande partie quand même du monde, en tous les cas, beaucoup de pays sont engagés dans cette coalition. La France, qui est l'un des moteurs de l'Europe avec l'Allemagne, devrait se retirer de cette coalition. Il faut s'interroger sur nos intérêts. Pourquoi cette question? Et je pense qu'au lieu de faire un effort, je dirais, c'est de l'affichage militaire, alors qu'au plan opérationnel, il ne représente pas grand-chose. Il est par contre très coûteux, d'ailleurs. Qu'au lieu de nous préserver la sécurité, à la limite, ça nous expose davantage, et qu'on devrait, en revanche, revenir à nos fondamentaux, là où on est très bon, là où on devrait vraiment se déployer, c'est sur notre diplomatie parallèle. Parce que là, aujourd'hui, on nous dit, mais c'est important d'être présent militairement pour pouvoir avoir un poids, une influence dans les négociations multilatérales. Or, à la table des négociations aujourd'hui, la France, elle n'y est plus. C'est les Russes, les Iraniens, les Américains. Oui, mais je pense qu'en termes de politique intérieure, c'est impossible aujourd'hui pour un gouvernement de dire on se retire de cette coalition parce que ça aurait l'air de céder à la pression des terroristes. On peut l'expliquer et le faire comprendre. C'est extrêmement compliqué, à la fois vis-à-vis des alliés de la France et vis-à-vis de l'opinion publique qui aurait le sentiment qu'on capitule. C'est comme Sentinelle dans la rue, je veux dire, c'est surtout un affichage pour assurer les Français. Une fois qu'on a commencé, c'est très difficile. Frédéric Pons, même si on se retire, pardonnez-moi, on aura, j'allais dire, à subir les conséquences. Quand on a vu l'Irak et après la solution politique, on l'a vu, nous aussi, on subit les conséquences de ce qui s'est passé. Oui, la Syrie également, la Libye, c'était nous. Je partage le point de vue de Gérald avec quelques nuances. On nous a déclaré la guerre. On nous a déclaré la guerre sur notre territoire et dans le monde. Pour l'instant, les gargarisent un peu de mots quand même. Non, mais je pense que attendez, les 250 victimes du Bataclan de Charlie Hebdo. C'est une réaction à nos actions aussi, on peut le voir comme ça. Mais non, ça a qui commencé a déclaré bien la guerre avant. à qui Voilà. On nous a déclaré la guerre. Alors, si c'est notre responsabilité que les islamistes viennent taper au Bataclan et à Charlie Hebdo, c'est du révisionnisme. C'est extrêmement grave. Et je me mets à la place des familles des victimes aujourd'hui. Si nous, Français, nous sommes responsables de ça indirectement, c'est un vrai scandale. Non, nous avons une responsabilité de protéger notre territoire. Nous le faisons parce qu'on nous a déclaré la guerre, l'islamisme radical. Mais à quoi servirait de nous protéger ici si on laissait se répandre l'islamisme au sud de la Méditerranée et en Orient? Je termine, s'il vous plaît, je termine. Idéologique. Et si on laisse se propager ce califat qui ne s'arrêtera pas ou qui ne devait pas s'arrêter à l'Irak et à la Syrie, qui vise l'Égypte, qui vise la Libye et qui vise le Sahel. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, Frédéric Pons, mais si on ne les arrête pas là-bas, ce sera encore beaucoup plus difficile de les arrêter chez nous. C'est une question que l'on n'entend pas. Il est vrai, dans la campagne présidentielle, doit-elle être tranchée d'emblée? C'est à voir. Vous noterez que quand même 6 ou 7 des candidats sur les 11 veulent une sortie de l'OTAN et de l'Union européenne. Et il propose des mesures, évidemment, pour lutter contre le terrorisme. Gérald et Olivier, on va écouter Emmanuel Macron. Il veut aller plus loin en coordonnant mieux les différents services de renseignement. Il était notre invité ce matin, on l'écoute.
en matière de renseignement, on a besoin d'une plus grande coordination. Aujourd'hui, notre renseignement, il est encore très séparé entre la police, la gendarmerie, la préfecture de police, avec des informations qui ne sont pas toujours parfaitement échangées. C'est pour ça que je propose de renforcer cette coordination avec une cellule en charge de cela, et en particulier une task force anti-Daesh qui rapporte directement au président de la République et qui soit en appui aux travaux du Conseil de défense. Task Force anti-Daesh. Non mais Ce sont des mots. C'est un américanisme inutile, ça, par contre. Voilà, là, c'est un effet de mode. Un task force. La coordination des renseignements, ça, je crois, tout le monde peut le dire, tout le monde sera d'accord là-dessus. Voilà, on sera tous d'accord avec lui. Ça plaira à Macron. Si vous deviez tracer, Pierre Aski, je vais commencer par vous, le portrait robot, non pas idéal, mais celui qu'il faut pour la France dans ce contexte dont on vient de parler, toutes ces menaces, cet interventionnisme américain, à quoi devrait-il ressembler ce président, cette présidente ? Alors, c'est très subjectif comme réponse. Quelle qualité devrait-il avoir ? Mais je pense que ça passe, la sécurité de la France, elle passe par l'Europe. Alors tout le monde n'est pas d'accord et effectivement, une partie des candidats sont contre ce choix. Mais à mon avis, dire qu'on va recréer la forteresse France derrière ses frontières, c'est une illusion totale. La France ne sera forte que si l'Europe redevient forte. Et aujourd'hui, il y a du chemin à faire là. Donc le président idéal, c'est celui qui est capable de recréer cette Europe qui aujourd'hui a subi pas mal de déboires ces dernières années et qui est en panne. Voilà. Moi, je ne crois pas une seconde au repli derrière nos frontières. Mais personne n'envisage le repli. La majorité des candidats. Les guerres modernes, et notamment les guerres antiterroristes, les guerres du renseignement, se livrent en coopération avec tous les alliés. Personne n'imagine, y compris ceux qui veulent quitter l'Europe, l'Union européenne, de se replier derrière la forteresse. Ça, c'est une vue caricaturale. C'est faux. Moi, mais non. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui font à peu près 45% des voix, sont pour le démantèlement de l'Union européenne mais à aucun moment, le retrait de l'OTAN. Mais à aucun moment, on interrompt, on casse l'outil est-ce que ça n'affaiblit pas quelque chose qui n'existe pas beaucoup d'ailleurs, l'Europe de la défense ou son projet? Non, franchement, je crois qu'au contraire, ça ne peut qu'améliorer. J'ai dit que ça n'existait pas beaucoup. Ça ne peut qu'améliorer parce qu'aujourd'hui, on se dit... C'est une illusion. Non, attendez. On dit il faut se tourner vers l'Europe, l'Europe de la défense, l'Europe de la sécurité. Ça ne marche pas. Ce sont des mots comme la task force de Macron. Ça ne repose sur rien. Il faut au contraire que dans chaque pays, on ait une vision claire de la politique que l'on veut mener et de la coopération indispensable que l'on doit nouer avec les partenaires. Alors, dans un instant, je vous fais réagir Gérald Olivier et Anne Guidicelli. Sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de réactions. Celle de Michel qui vous dit celui qu'il nous faut dans ce contexte, c'est le plus pacifiste. Et ça tombe bien. Je voudrais qu'on écoute celui qui se fait appeler le candidat de la paix, ou en tous les cas qui a beaucoup parlé de la paix à Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose que nous nous retirions des enchaînements mortels et désastreux que contient l'OTAN et que nous en sortions. Je suis le candidat de la paix. Je connais l'histoire de France, ses permanences, ses exigences, et je n'y manquerai pas. Gérald Olivier, le candidat de la paix. Oui. Civic Pacem, Parabellum, hein. qui veut la paix prépare la guerre, c'est pas nouveau, donc ça ne change rien. Ce que je trouve étonnant dans ce discours, c'est cette allusion à l'OTAN, que d'ailleurs M. Astino faisait aussi. Il y a quelques mois, lorsque le bruit a couru à partir de Donald Trump, que les États-Unis allaient, eux, sortir de l'OTAN, tout le monde avait levé les bras au ciel, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas faire ça, qu'est-ce qu'on fera sans eux, etc., etc. Là, on a des candidats qui, eux, recommandent que la France elle-même sorte la première. Frédéric évoquait ce fait marquant, et moi qui me frappe dans la campagne actuelle, c'est en effet le nombre de candidats anti-européens et anti-OTAN. Donc on verra au premier tour l'accumulation des voix que cela représente, parce qu'aujourd'hui il y a plus d'un candidat qui est anti-européen. Et moi j'inverserais la proposition qu'a fait Pierre tout à l'heure, lorsqu'il disait il faut que l'Europe soit plus forte pour que la France soit plus forte. Il faut que la France soit plus forte pour que l'Europe soit plus forte. La politique étrangère d'un pays n'est jamais que le reflet de la position que ce pays... C'est des vases communicants, oui. Voilà. Mais l'un ne devrait pas aller sans l'autre. Voilà, mais la politique étrangère d'un pays n'est que le reflet de la place que ce pays veut occuper dans le monde.
Vous me répondez, un président français, c'est un leader européen très fort. Il se doit de l'être, il ne peut pas être autre chose que cela. Anne Guinicelli, là, mais je dirais que, pour moi, un vrai président présidentiel, c'est-à-dire qui a une dimension de présidentialité, il doit intégrer les enjeux de politique extérieure dans les priorités de sa politique intérieure. Il n'y a rien de pire que de dissocier les deux. Et souvent, en campagne, la tentation est grande de faire ce grand écart-là pour des raisons d'affichage et de petites phrases, etc. Donc, pour moi, c'est celui qui arrive à réunir un projet de la France qui soit capable d'assumer une lecture globale, intérieure, extérieure. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait à l'extérieur a un impact sur l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur détermine nos choix de politique intérieure. Le bon président, pardon de répéter cette formule déjà utilisée avant moi, le bon président doit avoir une idée de la France. Or, dans les débats actuels, une vision, une idée, une vision stratégique. Et à partir de cette vision, tout s'organise, l'intérieur et l'extérieur. Le président de temps de paix, le président de temps de guerre, à condition qu'il ait les moyens. Dans la paix, c'est-à-dire il faut restaurer l'autorité de l'État, assainir les finances publiques, et dans la guerre, préparer un outil capable d'être utilisé un jour en coopération avec les alliés ou les amis qu'on pourrait avoir. Donc ce qu'on attend d'un président, c'est une vision stratégique, une vraie autorité pour imposer ce qui doit l'être en matière de réforme dans notre pays. Ça demande du courage, donc un président courageux, et puis un président qui n'hésite pas à remettre en question l'ordre établi ou le désordre établi que nous vivons en ce moment en Europe, qui ne fonctionne pas. Le rétablissement des frontières, quand on interroge tous les responsables policiers et de renseignement, tous vous disent « mais c'est un impératif ». Autrement, on videra un tonneau qui ne cessera de se remplir. Quand un président aura compris ça et dira « il faut revoir le dispositif de Schengen », on aura fait un pas énorme. Mais ça demande du courage. Ce que je trouve fascinant dans cette campagne, c'est qu'on parle très peu de politique étrangère et pourtant, ce sont les vrais clivages au sein de cette campagne. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, par exemple, Benoît Hamon de Jean-Luc Mélenchon ? L'Europe, la relation à la Russie. C'est la politique étrangère. Qu'est-ce qui, demain, si c'est un deuxième tour Macron-Le Pen, qu'est-ce qui les différenciera en priorité? Ça sera le rapport à l'Europe et à cette question, effectivement, des frontières, de l'euro, etc. Et donc, on est dans ce paradoxe où on n'a pas de débat de fond entre les candidats sur les questions internationales. Elles sont reléguées à 23h30 dans le premier débat. Et pourtant, c'est là-dessus que se fait le vrai clivage. Vous savez pourquoi ? Parce que l'adage dans notre vie politique, c'est qu'on ne gagne pas une élection sur les sujets étrangers. Et pourtant, c'est essentiel dans une présidence. D'autant qu'il y a des rendez-vous qui vont se présenter dans l'agenda du nouveau président très rapidement après son élection. Il y a le sommet de l'OTAN, Bruxelles, qui va se tenir quelques jours après. Il y a les avancées au niveau de la crise syrienne tout de suite dans le bain, sur Raqqa. En gros, il faut qu'il soit déjà préparé. Parce que très vite, au même titre que les enjeux intérieurs, il va y avoir nécessité pour le président d'affirmer ses positions. Des faits. Merci, vous avez parlé tout à l'heure en débat de fond. J'espère que nous l'avons tenu ce soir grâce à vous et votre analyse, votre expertise. Merci. La suite de votre émission, on va revenir sur la scène, j'allais dire, strictement vraiment de politique nationale, avec les dynamiques des candidats à quelques jours désormais du premier tour. Et sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants l'éditorialiste à Valeurs Actuelles, François Dorcival, à Yves Deray, rédacteur en chef au Parisien Magazine. Restez avec nous, à tout de suite. J'ai passé ma vie à défendre la gauche. Ce pays, il est à 60 balais. Il m'a fallu 2 banques et un prêt privé pour m'acheter mon appartement. On va perdre des élections et j'aurai quoi? Rien. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. J'ai saisi une reconnaissance de dette signée par Pierre Bérégovoy pour le 1 million de francs. Or, cette somme n'apparaît pas dans le dossier de la succession de Pellat. On peut donc parler de dissimulation d'actifs. On va tenter de nous saloper à travers Pellat. La droite n'a pas pardonné ton discours d'investiture, la feuille que t'as brandie à l'Assemblée, des noms. Je suis d'accord, j'ai fait une connerie. C'est ça qu'ils vont me faire payer. Bon, essayez. Mes amis m'ont trahi.
Mon parti m'a abandonné. Je suis un homme mort. Un homme d'honneur, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Bonsoir et bienvenue à vous pour cette grande soirée politique. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Public Sénat. Je ne suis pas l'homme providentiel. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Édition spéciale sur Public Sénat. Votre nouvelle édition présidentielle 360. Je suis la candidate de la France du peuple. Vive la République, vive la France. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux partis essayent de la gagner. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous dites « Je veux gagner l'élection présidentielle ». La présidentielle, c'est sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent les dynamiques des candidats à quelques jours désormais du premier tour. Alors un paysage politique à l'instant T qui montre des duels avec en tête toujours Marine Le Pen et Emmanuel Macron, suivi de près quand même, ça reste un mouchoir de poche. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, on va en parler avec mes invités ce soir. Yves Derey, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et auteur du livre Histoire au pluriel de l'Élysée. Alors messieurs, à quelques jours du premier tour, Yves Derey, on voit maintenant, on a parlé il y a quelques jours d'un quatuor, on a l'impression que c'est davantage des duels qui s'installent avec en tête, même s'il y a une légère baisse, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comment finissent-ils selon vous leur campagne de premier tour, ces deux candidats? Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Écoutez, ils ont l'air quand même aujourd'hui de chercher un second souffle, de chercher un renouvellement pour la fin de campagne. C'est assez clair que ce qu'on a qualifié de dérapage de Marine Le Pen sur la responsabilité ou pas de Vichy, etc. Alors que je l'ai entendu maintes fois et même très directement répéter que ces sujets-là, en fait, elle ne voulait pas en parler parce que ça ne l'intéressait pas, que c'était pas sa génération, qu'il fallait arrêter de la comparer avec son père parce que lui, il était né dans cette époque-là et pas elle. Tout d'un coup, c'est quand même très surprenant de l'avoir parlé de ça. Donc on a quand même le sentiment que là, elle a cherché à lancer une polémique pour à nouveau capter l'attention parce qu'elle avait du mal. Et puis, de son côté, Emmanuel Macron, on voit quand même qu'en termes de modernité de campagne, il est très très challengé par Jean-Luc Mélenchon, qui semble être incarné, lui, vraiment, d'une certaine manière, une forme de modernité dans la manière de faire campagne. C'est assez incroyable, mais c'est le papy de... Enfin, je sais pas, il a 60 et quelques années, 67 ans, je crois, Jean-Luc Mélenchon, qui donne des leçons au jeune Macron dans ce domaine. Donc ça aussi, pour lui, c'est difficile. Et donc, du coup, lui aussi tente maintenant des sorties. Là, lui qui se targuait de ne jamais attaquer ses concurrents, tout d'un coup sort une phrase sur Mélenchon. Il a dit « Tiens, le leader communiste révolutionnaire, c'était un sénateur socialiste quand j'étais encore au lycée. » Donc les petites phrases, les bons mots, les éléments de langage, ça y est, Macron, il fait de la politique politicienne. Donc ça montre bien un moment quand même de fébrilité des deux candidats. Et oui, il fait de cette politique politicienne, justement, François Dorcival, parce qu'il sent que ça grignote. Il y a le souffle dans la nuque. Mais bien sûr. Marine Le Pen était installée, Emmanuel Macron était installé. Et ils étaient installés dans quoi? Dans la campagne du deuxième tour. Tous les sondages leur donnaient le deuxième tour acquis, d'avance, et donc c'était pas la peine de se préoccuper du premier tour. Or, ils constatent en ce moment, et c'est ça l'intérêt de l'effet Mélenchon, le tassement de leur nombre de pourcentage dans les intentions de vote. Ils viennent de 25, de 26, de 27, et ils sont maintenant à 23. Tandis que Mélenchon, et c'est en quoi, d'une certaine façon, il a fait turbuler le système, comme on disait autrefois. Chevènement, oui. Absolument. Et en provoquant cette dynamique, eh bien, il fait bouger ce qui suit, c'est-à-dire Fillon et Mélenchon. Mélenchon, certes, au détriment de Benoît Hamon, mais pas seulement. Également d'Emmanuel Macron, donc. Emmanuel Macron doit commencer à le redouter, puisque il parle de lui dans les termes que Yves Derey vient de rappeler. De la même manière que, évidemment, Marine Le Pen se dit « Mais est-ce que je n'ai pas une frange de mon électorat qui est en train de glisser chez Mélenchon ?» Mélenchon devient un danger pour elle aussi. Mais alors, attendez, là, vous me décrivez une sorte de candidat attrape-tout, Yves Derey, Jean-Luc Mélenchon.
Alors ça, c'est François Darcy. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est pas moi. Qui prendrait des électeurs de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, c'est logique. Bon, moi j'ai l'impression quand même qu'il est en train de dévorer littéralement le pauvre Benoît Hamon, qui est quand même passé à 8%. Bon, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, mais à un moment donné, le vote, il va y avoir une sorte de vote utile pour Mélenchon. C'est-à-dire que les gens qui défendent grosso modo les idées de Hamon-Mélenchon, là, de ce tandem, peuvent se dire il vaut mieux voter Mélenchon pour voir représenter mes idées peut-être au second tour, plutôt que de voter Benoît Hamon. Donc je ne sais pas où va s'arrêter cette espèce de transfert de voix. Bon, maintenant, tout de même, François dit que Jean-Luc Mélenchon fait turbuler le système, certes, mais quand même plutôt à son propre profit. Pour ce qui est de François Fillon, quand même, c'est un peu dur aujourd'hui de jouer un peu la petite finale, comme on dit dans les compétitions sportives. C'est-à-dire qu'en haut, l'écart reste quand même assez notable. On n'est pas dans la marge d'erreur. Quand on est de 24 à 18, comme le sondage de ce soir, il y a quand même 6 points d'écart. Le Pen, Macron à 24. Beaucoup d'indécis toujours. Beaucoup d'indécis toujours. Mais aujourd'hui, Fillon, le voilà en train de se battre pour ne pas se retrouver 4e. C'est quand même un peu dur pour lui, un peu nouveau et un peu dur. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, la dynamique qu'on constate, elle est effectivement du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et comme vous l'avez dit, il sent qu'en fait, il peut l'amplifier en devenant de moins en moins le leader communiste révolutionnaire là dont parle Macron, mais plutôt une espèce comme ça. Il se présente un peu comme un père de la nation, l'homme de la paix, le gentil Mélenchon, il crie plus sur les journalistes, il mesure ses paroles. Enfin, je veux dire qu'il y a je crois qu'il a des conseillers très habiles qui sont arrivés du clan de Podemos là et qui lui donnent de bons conseils parce que en effet, aujourd'hui, c'est devenu un candidat assez fédérateur et moins clivant. Justement, François Dorcival, on va regarder 2 unes. On va les superposer, le Figaro et l'Humanité. Sur Jean-Luc Mélenchon et sa dynamique, on va d'abord voir celle du Figaro qui dénonce le surgissement, regardez, de ce candidat, le délirant projet du Chavez français, titre le Figaro, qui veut insister sur la hausse de 270 milliards d'euros de dépenses publiques et un coût de massue fiscale de 120 milliards. Et puis, l'Humanité qui encense Jean-Luc Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer avec un Jean-Luc Mélenchon souriant sur le vieux port ensoleillé de Marseille. Oui. C'est frappant. Bon, c'est normal qu'entre le Figaro et l'Humanité, il y ait un grand écart. Évidemment. Mais il est au centre du système. Les deux choses sont vraies. Les deux choses sont vraies. Ça veut dire qu'en effet, cette dynamique est en train de changer les 12 derniers jours de la campagne. Il est également vrai que si l'on va au fond du programme, du projet de Mélenchon, on trouve en effet beaucoup de choses délirantes. Donc les deux choses sont vraies. En quoi c'est intéressant pour François Fillon? Eh bien parce que ça bouscule une situation qui paraissait acquise. Il est vrai également que lui-même ne peut se satisfaire de la situation qui est la sienne, encore qu'il gagne plutôt là où les autres baissent, moins que Mélenchon, mais il gagne quand même. Mais il est vrai qu'il faut qu'il prenne une initiative. Et laquelle laquelle, ça c'est à lui de la trouver. Mais François Fillon n'arrive pas à élargir son socle. On rentre dans ce qu'on appelle le money time. C'est vraiment la toute dernière ligne droite, on peut le dire. On ne voit pas d'où peut venir ce souffle, à moins, ce que disent les soutiens de François Fillon. Ils croient encore, Yves Deray, dans ce fameux vote caché. Oui, on en a déjà un peu parlé du fameux vote caché. Mais ce n'est pas un vote caché. Mais pour le moment, il est dans l'abstention. Et l'abstention, elle a été mesurée par les différents instituts. 2 tiers de l'abstention, ce sont des gens de droite, 1 tiers des gens de gauche. Oui, mais le vote caché, c'est pas l'abstention. Ce qu'on veut dire par là, ce que notamment l'entourage de François Fillon veut dire, c'est que d'une certaine manière, alors je vais me faire encore disputer par vos téléspectateurs qui tweetent, mais d'une certaine manière, François Fillon, en fait, il y aurait des gens qui auraient un peu honte de dire aux sondeurs qu'ils vont voter pour François Fillon, comme on avait honte dans le temps de dire qu'on votait pour Jean-Marie Le Pen. Quand on ne voit pas le sondeur, c'est toujours le cas, parce que les sondages se font via les Internet, aujourd'hui au téléphone. Internet, etc. Moi, j'y crois de moins en moins quand même à cette affaire-là. Donc c'est vrai que... Et puis de surcroît quand même, c'est pas... Je veux dire... Quand on voulait à l'époque voter des gens qui voulaient voter Jean-Marie Le Pen, je comprenais en fait qu'ils aient un peu honte parce qu'ils en avaient marre, etc. Mais ils avaient un peu honte parce que Jean-Marie Le Pen représentait des idées assez détestables. Mais François Fillon, je veux dire, si des gens auraient
honte de voter pour lui, c'est en fait parce qu'il a des affaires, il a des casseroles. Et ça, malgré tout, c'est peut-être assez dissuasif. Oui, mais enfin bon, quand même. Il n'y a pas de honte. Non, mais bon. Non, il n'y a pas de honte. Il y a des gens qui, pour le moment, se tiennent dans l'abstention et dont on peut espérer qu'à un moment donné, notamment le jour du premier tour, le 23 avril, ils vont en sortir pour voter. Mais quand même, quand vous regardez vos tableaux de sondage, vous prenez n'importe lequel, et vous faites l'addition, oui, avec toute la prudence nécessaire, mais vous faites l'addition de la droite et de l'extrême droite. Vous êtes à 40% aujourd'hui. À 40% et à près de 50% pour la gauche quand vous faites la même addition. Comment ça se fait, ça? La droite a disparu dans ce pays. Vous oubliez Dupont-Aignan. Mais Dupont-Aignan, il fait 2 ou 3. Ça ne nous fait pas passer à 50%. Non, il voudrait qu'on passe à 50%. Mais non, mais enfin, c'est ça, il y a quelque chose qui ne colle pas. De Macron, c'est d'avoir pris quelques 5%. Mais expliquez-nous. 5%, oui. Vous partez du principe, ce que certains ont beaucoup décrit, d'une droitisation de la société française que vous ne retrouvez pas dans ce calcul que vous faites? Mais bien entendu, d'une part, mais je ne le déduis pas de rien. Je dis, mais enfin, les municipales ont été gagnées par qui? Les régionales ont été gagnées par qui? Les partielles ont été gagnées par qui? Etc. Les départementales encore. Donc, pendant 5 ans, la droite a gagné. Et là, subitement, elle disparaît. Non, elle ne disparaîtra pas. Elle ne disparaîtra pas. D'ailleurs, on n'est pas du tout certain aujourd'hui qu'il n'y ait pas... D'abord, Marine Le Pen n'est pas de gauche non plus. Donc si elle est au second tour, c'est quand même pas... la gauche qui est au second tour. Bon. Et ensuite, on verra ensuite ce qui se passera entre les 2 tours et où on ira. Parce que, tout ça est tout à fait juste. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, moi je vois quand même... J'ai envie de voir, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un sacré tour de prestidigitateur de François Hollande, quand même, dans cette affaire. Je commence à me dire ça. Je ne m'attendais pas que vous le citiez là. Écoutez, il a renoncé très tôt. Et en fait, il avait constaté sans doute que l'opération de son poulain, quand même, de sa créature, qui est Emmanuel Macron, semblait prendre vraiment dans l'opinion. Et en fait, en renonçant... il a laissé la primaire dans un état assez catastrophique. Il y a eu cette primaire de la gauche qui a donné Benoît Hamon, etc. Oui. Mais il a ouvert la voie à Emmanuel Macron, quand même. Il a ouvert le chemin à Macron. Et Macron, c'est moi. Et d'une certaine manière, lui avait sans doute aucune chance d'être réélu. Mais à travers Macron, d'une certaine manière, on peut sans doute se dire qu'il peut revendiquer un bout de la victoire si Emmanuel Macron devient président. Donc moi, je trouve une petite nuance, parce que je sens que vous allez être d'accord avec ce que dit Yves Deray. Et pourtant, Emmanuel Macron, on l'a vu la semaine dernière sur France 2, il n'a cessé d'apporter des coups de griffe. Peut-être que vous allez dire que c'est des petits coups de griffe à François Hollande. Parce il veut quand même Ah bon? Non, mais ces 23 ou 24% qu'il a aujourd'hui comprennent un certain nombre d'électeurs de droite. Donc, il est évident qu'il ne peut pas ne pas faire de signes divers et variés pour continuer à gratter, comme vous le dites, le quinquennat de François Hollande, dont il est quand même partie prenante. Mais il donne constamment des signes à la gauche. Et il ne peut pas faire autrement. Il a l'essentiel de ses troupes, de ses cadres, de ses adhésions, sont venus de la gauche. Il y a un duel dont on les a pas mis l'un face à l'autre, et pourtant, on en parle. C'est un duel qui aurait pu passer pour une hypothèse farfelue. Ça ne l'est plus, Yves Deray. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui ont des similitudes. Mais sur le programme économique, quelles sont-elles? On voit tout ça avec Julie Hulin, on en parle juste après. Jusqu'à présent, elle était la seule à affoler les marchés. Après le risque Le Pen, voici venu le temps du risque Mélenchon. La percée du candidat de la France insoumise dans les sondages qui vont jusqu'à faire de lui le 3e homme de la campagne inquiète les investisseurs. Des milieux financiers craintifs face à 2 candidats au programme économique pas très éloigné. Tous 2 prônent à leur façon le Frexit, avec une sortie des traités européens et la fin de la directive sur les travailleurs détachés. Autre similitude, la renonciation au traité de libre-échange transatlantique, le refus de privatisation d'entreprises publiques et la séparation des banques de détail et d'affaires. Enfin, concernant la question des retraites, les 2 candidats souhaitent un retour de l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans, après 40 années de cotisation.
2 programmes qui s'appuient sur des stratégies de hausse des dépenses publiques pour stimuler la croissance. Dans un contexte de déficit budgétaire chronique, les marchés s'inquiètent, conscients que l'hypothèse d'un second tour Mélenchon-Le Pen ne relève plus de la fantaisie. Et ce duel, en tout cas cette hypothèse, elle donne des sueurs froides, François Dorcival, au marché. Elle fait paniquer les entreprises et les chefs d'entreprise. N'exagérons rien, mais enfin, bon, Un peu, ça fait parler, ça fait beaucoup de l'agitation, etc. Mais il faudrait quand même, alors là, une complète inversion des choses pour aboutir à un tel résultat. Et nous ne sommes qu'à 12 jours du premier tour. Il est vrai que néanmoins, le soir du premier tour, une addition pourra être faite, mais ça ne changera rien au résultat, sur le nombre de candidats anti-européens de cette élection. Et si vous les additionnez, effectivement, vous arrivez à un chiffre très important. Et donc, là aussi, cela nous réserve des surprises, non pas seulement à la présidentielle, mais surtout aux législatives. Donc vous voyez cela par le prisme, le socle de... Enfin, oui, l'addition de candidats vraiment contre l'Europe, c'est vrai que c'est frappant. Et dans les journaux étrangers, c'est ce qui est le plus relevé par rapport à notre pays, notre campagne. Moi, j'imagine quand même pas une seconde face-là au second tour. Parce que vous nous dites que c'est la campagne de tous les possibles. C'est la campagne de tous les possibles, pas de tous les impossibles non plus. je pense que les Français méritent aussi quand même un vrai débat d'idées, projet contre projet, parce qu'au fond, quand on regarde bien votre sujet, et ce qu'on peut penser sur à la fois les questions sur l'Europe, position sur les marchés financiers, sur le souverainisme, l'OTAN, etc., il y a beaucoup de sujets sur lesquels, quand même, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça ne fait pas un vrai débat idéologique frontal. Le vrai débat, il serait quand même entre Marine Le Pen Emmanuel Macron, ou même Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, ou François Fillon, je veux dire. Ou Macron, Fillon. Oui, il y a beaucoup d'hypothèses, mais Yves Doré, dans une campagne où semble-t-il, je fais attention, semble-t-il, le programme peut passer derrière la personnalité. C'est vrai. C'est peut-être cela qui peut expliquer parfois des hypothèses un peu... C'est possible, mais bon, vous voyez, ce que vous montrez dans votre sujet, c'est à la fois quand même un peu la panique du monde de l'entreprise, des marchés financiers, aussi de nos voisins, de l'Europe, etc. Ça va quand même beaucoup inquiéter les Français. Ils vont quand même pas. J'imagine que tout ça va quand même monter avant le premier tour de l'élection présidentielle et se dire quand même que se retrouver devant ce choix-là, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un choix. Alors oui, non mais alors justement, plus on parlera de ça, plus on va déplacer des voix. Les unes qui vont aller se porter sur Macron pour éviter ça, les autres qui vont aller se porter sur Fillon pour éviter la même chose. Et donc, d'une certaine façon, tout ça est en train de nous préparer et voilà un jeu pourquoi c'est ouvert. Passionnant d'en parler avec vous, notamment messieurs. Merci beaucoup pour ce match des idées. La suite de votre émission à suivre, c'est le grand entretien avec l'historien Jean-Noël Jeannet. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour avec Cécile Sixou. De la nourriture et un toit provisoire dans un gymnase, 700 des 1500 réfugiés présents à Grande-Synthe ont pu être accueillis en urgence après l'incendie qui a ravagé le camp dans lequel ils étaient logés. Le maire de la ville en appelle à la solidarité nationale. Ils étaient 1400 sur le camp hier après-midi. Ces personnes aujourd'hui errent un peu partout. Ça vient d'être dit, le long des autoroutes, dans des lieux divers et variés. Il faut effectivement, comme vient de le dire monsieur le préfet, assurer leur prise en charge, les rassurer, les réconforter, les rassurer, puis les mettre à l'abri. Mathias Fekl et Emmanuel Cos, les ministres de l'Intérieur et du Logement, se sont rendus sur place. Leur objectif, ouvrir des places supplémentaires dans des centres d'accueil et d'orientation pour accueillir les migrants. Manifestation. Ils sont en colère. Les 350 surveillants de la prison de Fleury-Mérogis ont bloqué hier l'entrée du plus grand centre pénitentiaire d'Europe pour protester contre leurs conditions de travail. Parmi leurs revendications, le manque de personnel. La prison accueille 4500 détenus pour 2900 places. Ils demandent également une fouille générale de la prison et un report de l'ouverture de quartiers pour détenus radicalisés. Ils ont été reçus aujourd'hui par l'administration pénitentiaire. Benoît Hamon.
Madame, monsieur, mes chers concitoyens, concitoyennes, je vous demande de m'élire président de la République. Voilà les premiers mots de la lettre envoyée par Benoît Hamon à 9 millions de Français pour relancer sa campagne. Très bas dans les sondages, avec moins de 10% des intentions de vote, le candidat socialiste joue sa dernière carte. Il veut rassembler autour de lui ceux qui seraient tentés de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. Je veux vous dire que la gauche, qui agit en restant de gauche, peut et doit gagner. Enfin, il appelle à voter pour et ne pas se résigner à voter contre. Déclaration. C'est incroyable comme vous êtes jeune. Incroyable. Incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point à chaque fois, ça me dit que nous avons raison. À chaque fois. À chaque fois. Et je me dis que si toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont déjà fait le résultat du 23 avril venaient et non, attendez. Non mais le 23 avril on va gagner donc et qu'ils venaient au moins prendre quelques gouttes de l'énergie que vous me donnez à chaque fois. Je veux vous dire vraiment que vous êtes la bonne et grande révélation de cette campagne. Économie. Non, non, Pierre Gattaz ne fait pas de politique et ne s'engage pour aucun candidat. Mais cela ne l'empêche pas de donner son avis. Pour lui, seuls les programmes économiques de 2 candidats sont crédibles, ceux de François Fillon et Emmanuel Macron. En revanche, ceux de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen vont vers la catastrophe absolue. Je m'aperçois que Benoît Hamon ne comprend pas, ne connaît pas, n'a jamais vu une entreprise de près, ne sait pas gérer une entreprise, n'a jamais embauché. Et il est totalement, je dirais, à l'ouest ou à l'est. Son programme économique est totalement inapplicable et serait aussi, je dirais, catastrophique pour l'économie française. Déclaration. C'est cette nouvelle Europe qu'il faut créer. Celle qui est conforme à ce dont on discutait à l'époque, c'est le plan Fouché de 1962. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un bond en avant, qui est une Europe des patries, des peuples et des projets, avec les projets d'avenir, où on est dans un gouvernement, comme le dit l'article 2 de la Constitution, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, l'Europe aujourd'hui, du propre aveu de Juncker, par exemple, ou d'autres commissaires, c'est une Europe que le peuple ne peut pas comprendre, donc le peuple ne doit pas s'en occuper, et soit d'être fait entre experts qui sont bien au courant du monde de la finance. Et tout de suite, place au grand entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité est un grand historien, il a présidé Radio France, un ancien ministre de Mitterrand. Il publie Le Récit national et une querelle française aux éditions Fayard. Jean-Noël Jeannet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, l'histoire, elle est venue percuter cette campagne présidentielle. On va parler d'une actualité, d'une polémique après les propos de Marine Le Pen, la présidente du FN, qui affirme qu'elle n'a fait que reprendre, finalement, dit-elle, la vulgate gaulliste maintenue par Pompidou, Giscard et Mitterrand, selon laquelle Vichy n'était pas la France, celle-ci étant à Londres. Est-ce que ça vous a choqué, son explication? J'ai pas tellement envie de commenter les propos directement de Mme Le Pen, dont l'histoire familiale entretient. On est en campagne électorale, donc je vais être par les litotes avec l'antisémitisme, des relations un peu spécifiques. Mais il est vrai que la question est de grande importance. Il est vrai que revenir sur le grand discours de 1995 de Jacques Chirac, oui, cela mérite d'être fait, car cela pose une question qui n'est pas seulement d'historien, qui est une question civique. Qu'est-ce que nous faisons avec cette époque? Et je crois que... Alors j'engagerai nos téléspectateurs à se reporter au discours lui-même, dont on extrait généralement une seule phrase. La France a accompli... Oui, de Jacques Chirac, a accompli l'irréparable. En réalité, c'est sur la toile, chacun peut considérer ce discours. J'ai étudié avec mes étudiants, on a l'impression que les plumes se sont un peu entrechoquées, qu'il y a comme des coutures, et qu'il y a des contradictions qu'il serait intéressant de considérer. Quelles sont ces contradictions?
J'ai l'impression que vous dites que ce discours n'était pas forcément un grand moment. Il a été un grand moment par l'écho qu'il a eu. Par l'écho. On dit toujours qu'il y a le refus de l'Irak. Bien sûr. Mais si on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il est très ambigu. Alors j'ai apporté quelques extraits parce que je ne veux pas citer, il faut citer juste quand on est historien. Alors il commence par dire « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. » L'historien ne peut qu'approuver cela et le citoyen que s'en chagriner, bien sûr. Mais après il dit « Mais il y a aussi la France. Une certaine idée de la France, droite généreuse, cette France n'a jamais été à Vichy, elle n'est plus depuis longtemps à Paris, elle est à Londres, incarnée par le général de Gaulle. » Et puis après, il en arrive à la France a accompli l'irréparable. Quelle France? Il y a deux France à mes yeux, il y a deux France. Il y a la France qui est effectivement celle de l'État français. D'ailleurs, le mot même est un peu ambigu. Tantôt, il l'emploie au sens de ce régime qui est né sous la botte de l'ennemi, qui est celui du maréchal Pétain. Des gens qui n'auraient jamais été au pouvoir sans la défaite et qui exploitent cette situation pour incarner leur doctrine à nos yeux souvent infâme. Et puis, il y a l'administration qui, effectivement, obéit l'appareil d'État. Et puis, d'autre part, il y a les Français. Je vous recommande un très bon article des deux Klarsfeld. Serge et son fils Arnaud, Arnaud et son père Serge, dans Le Monde de ce soir, où il souligne qu'il y a une troisième France, en dehors celle de Londres et celle de Vichy. Il dit il y a la France des Français. Et il dit ils ont mérité d'être des justes. Alors j'en ai un peu assez qu'on cesse de parler uniquement des Français qui ont dénoncé. Il y a eu des comportements, effectivement, qui ont été horribles, comme toujours dans ces moments de quasi-guerre civile. Il y a eu aussi cette donnée que Klarsfeld répète volontiers, qu'il y a eu beaucoup moins de Juifs qui ont été conduits vers l'horreur en France qu'ailleurs. Et donc il dit les Français méritent d'être des justes. Rappelons ça aussi. Après tout, à nos... Et venant de lui, c'est une parole qui a une résonance la France, très forte. La France, pour moi, effectivement, la France, elle est aussi à Londres. Mais, vous rappelez d'accord, mais vous me permettez de citer Corneille, juste oui, pour y alors si c'est pour citer Corneille, je vous permets vous me permettriez. Sertorius, vous savez, qui se trouve un général loin de Rome parce que Sylla, le dictateur, a pris le pouvoir. Et il dit dans Corneille, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. Mais c'est De Gaulle. Hein. Donc je ne dis pas que De Gaulle était toute la France, mais que c'était une des France. Alors quand on dit la France a accompli l'irréparable, moi je ne suis pas content et je sais que je suis extrêmement minoritaire dans l'opinion publique. Non, c'est important de nous rappeler que ce débat n'a pas été tranché. Votre parole est importante parce qu'elle est claire sur ce sujet. Mais quand on dit, Jean-Noël Jeannet, que la France était à Londres, c'était aussi une manière de dire que l'esprit français était à Londres et qu'il n'était pas ici. C'est une vision qui peut être commode aussi de l'histoire, non pas pour dédouaner, mais d'une sorte d'esprit français qui serait transporté ailleurs. Je ne dédouane personne. La France, c'était Vichy, bien sûr, ça a été Vichy, ça a été cette situation où, encore une fois, ce groupe de personnages a profité de la situation pour accéder au pouvoir et pour introduire une législation infâme. Dès octobre 1940, on crée le statut des Juifs, en avant même de toute demande de l'occupant et de Hitler. Donc ce sont des gens qui sont tirés de leur frustration rancie et qui, oh, miracle, à leurs yeux, Charles Maurras s'est dit quelque chose comme ça, se trouve aux commandes et qui du même coup incarne ce qu'il souhaite incarner. Mais ça n'est pas la France. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, je suis gaulo-mitterrandien. Je suis minoritaire, mais gaulo-mitterrandien. La France a été là, l'État français, qui s'appelait ainsi, mais pas la France. Et au fond, ça rejoint une idée qu'on peut avoir généralement de l'histoire de France qu'on peut enseigner et qu'on doit expliquer. C'est-à-dire ne rien cacher. Des moments ça, on où va en parler. Je ne veux pas précéder vos questions. Non, mais vous le faites un petit peu. Mais les candidats à la présidentielle, en s'aventurant sur le terrain de l'histoire, que ce soit cette polémique ou d'autres, on a en tête ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur le crime contre l'humanité, c'est un terrain brûlant quand même en campagne présidentielle. Est-ce qu'il faudrait en quelque sorte presque, non pas mettre des barrières ou faire attention, mais ne pas trop utiliser, manipuler cette matière-là? Je citais avec éloge Le Monde de cet après-midi. Il y a un autre article d'un de vos confrères qui dit surtout débarrassez-nous de l'histoire, qu'on ne parle pas de l'histoire dans la campagne électorale. Mais enfin, fichtre, une campagne électorale, une campagne politique, sans prendre du recul, sans dépasser tout ce qu'il peut y avoir de superficiel, d'immédiat, de combat, d'afflux de surprises et inattendus. C'est très bien ainsi. Mais enfin, prenons du recul et seule l'histoire peut vous l'offrir. Je ne suis pas corporatiste, mais oui, je suis convaincu que le recul est indispensable. Prenons du recul, justement. Alors, je vous suis.
Tout à l'heure, j'ai eu un débat ici sur le contexte international, les risques actuels, terrorisme, etc. Dans tel environnement, l'histoire, sa connaissance est essentielle, bien sûr. Quel candidat, selon vous, Jean-Noël Jeannet, de manière générale, je ne veux pas un nom, mais peut-être un profil à cette culture de l'histoire et du tragique? Vous insistez sur ce point, avoir C'est un jeu. C'est un jeu, vous ne voulez pas de nom, mais vous voulez un profil. Vous voulez me donner un nom? Je ne sais pas. Vous voulez dire quel est le sens de l'histoire tragique? Oui, selon vous. Je pense qu'il est très intéressant de s'interroger sur l'idée que chacun des candidats, oui, c'est un élément de choix, peut avoir du passé. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment tragique ou pas, mais ils nous ont déjà donné quelques pistes, les uns et les autres. Si vous voulez qu'on regarde. Allons-y, chacun, oui. Passons-les en revue. Bon, alors Mélenchon, c'est les soldats de l'an 2, c'est une grande tradition passionnée, splendide, parfois enfiévrée, qui nous a amené à quelques inconvénients, mais qui porte des valeurs fondamentales, c'est incontestable. Ensuite, le concret, on verra. Je porte de l'autre côté, alors, du côté du Front National. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ils doivent être malheureux de voir leur mémoire s'entrechoquer à ce point. Parce que, d'un côté, je vois que M. Philippot va sur la tombe du général de Gaulle faire des génuflexions respectueuses. Tiens, Le Pen retrouve de Gaulle. Et que, au même moment, M. Louis Alliot, dont on nous dit, sans être indiscret, qu'il est le compagnon de Mme Le Pen, va chaque année rendre hommage à Bastien Thierry, celui qui s'est efforcé, j'en ai fait un livre récemment, celui qui s'est efforcé d'assassiner le général de Gaulle, le petit Clamart, le 22 août 1962. Je me demande comment leur déjeuner du samedi se déroule. Mais ça, c'est ce côté-là. Alors, laissons-les, si vous voulez bien. Du côté de Hamon, c'est plus traditionnel. Mais nous restons dans les quatre principaux, c'est ça. Alors, j'ai envie de dire un mot, effectivement, d'Emmanuel Macron. J'y ai réfléchi en l'écoutant. Ce personnage auquel il me fait le plus penser pour notre histoire, c'est... Peut-être vais-je vous surprendre, c'est Saint-Simon, non pas le Saint-Simon de Louis XIV, mais le Saint-Simon socialiste. Tiens donc, pourquoi c'est un personnage qui était à la fois très attaché à l'égalité, avec un peu de mysticisme, et avec la conviction que la technique qu'il fallait servir devait l'emporter sur les traditions politiques anciennes. Il avait même imaginé que tous les dirigeants politiques soient sur les traditions, pas sur les convictions. Ah, pas sur les convictions, absolument. Non, pas sur les convictions. Je vous pose une question. Non, vous ne pouvez pas me faire dire qu'il était à la fois libre et en même temps lié par le passé. Non, je ne dirais pas le mot en même temps. Mais non, sérieusement, dans le cas je pourrais développer cette comparaison parce que c'est un personnage qui, en même temps, Saint-Simon a beaucoup contribué au développement du socialisme en France et a porté un esprit d'entreprise, de liberté, d'initiative qui s'est développé, qui a été un des éléments, des aspects les plus positifs de la révolution industrielle française. Il y a un point commun entre tous ces candidats-là que vous avez passés. Vous ne laissez pas passer ce Fillon. Allez-y, allez-y. Ah, quand même, parce que dans ce livre, je me suis amusé en postface à regarder l'idée qu'il se fait de l'histoire de France. Alors là, c'est vraiment très traditionnel. On a l'impression que ça commence en 496, puisque c'est, paraît-il, le moment où Clovis se convertit. On ne sait pas très bien c'est 496, mais peu importe. Parce que sa femme Clotilde vient le voir et lui dit « Maintenant, il serait temps que tu te convertisses ». Alors il dit « Oui, finalement, on a gagné une bataille, on va le faire ». Et tout à coup, on passe de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'on arrive à l'idée que la France, qui est complètement faux historiquement, certainement. Est-ce qu'il est aussi caricatural dans ses propos? Il veut mettre en avant certains... Je joue un petit peu, mais à peine. Écoutez, relisez le discours de Sablé sur la Sarthe, qu'il a repris en partie. J'ai pris quelques extraits, j'avais prévu des questions. Et puis il y a l'idée que... Alors les paysans sont omniprésents, très bien, et les ouvriers n'apparaissent qu'à un moment, c'est quand ils veulent bien servir à faire construire le Concorde. C'est quand même un peu tard. On va les mettre d'accord. Et puis il n'y a pas du tout les Grecs et les Latins. On va parler de François Fillon. Vous me laisserez parler des Grecs et des Latins. Parce oui, que, franchement, vous allez en parler. Mais il y a un point commun, on va les mettre d'accord, ces candidats, parce qu'il y a la référence de tous, le général de Gaulle, toujours cité, presque dans l'entièreté d'ailleurs du spectre politique. C'est une figure consensuelle, comme il n'y en a pas, on peut les chercher. Est-ce qu'il y a encore Clémenceau? Non, il est toujours rejeté par une partie de la gauche, même si ça ne vous fait pas plaisir. Napoléon, il suscite encore des diatribes, etc. Quel autre personnage est aussi consensuel que le général de Gaulle? Non, je pense qu'il y en a peu. Est-ce qu'il faut absolument d'ailleurs avoir des personnages consensuels? Je pense qu'il faut avoir des personnages forts autour desquels la réflexion, le civisme, les débats, l'histoire critique peut s'organiser. Je me félicite que De Gaulle soit désormais chéri, y compris par les descendants de ceux qui l'ont haï et qui ont essayé souvent de l'estourbir. Très bien, c'est un très grand personnage qui a eu la capacité de combiner les deux traditions de la gauche, c'est-à-dire l'aspiration à la justice, et de la droite, c'est-à-dire un certain ordre et un certain besoin d'État affirmé comme une fin en soi. Très bien. Donc De Gaulle, moi, j'ai une admiration. Clémenceau, franchement, il a plus été détesté à droite qu'à gauche. Oui, mais il est encore rejeté par une partie de la gauche. Ça s'améliore, parce que la Troisième République... Ah oui, vous n'avez pas Avec Benoît Hamon, le candidat, par exemple? Il n'aime pas Clémenceau?
Je ne lui ai pas demandé, on ne lui a pas posé cette question-là, malheureusement. On n'a pas voté pour Valls. Mais il n'a pas l'air d'aller. Si on avait voté pour Valls, il fait visiter à Emmanuel Valls, Premier ministre, le musée Clémenceau. Il était vraiment chez lui. Mais vous avez remarqué qu'on se dispute les héros en ce moment. Il y a aussi des références à des personnages, comme Vercingétorix, Jeanne d'Arc et même certains candidats qui s'identifient à ces personnages. Ben oui, mais vous savez, ils n'en peuvent mais les malheureux, ils sont morts. Prenez Jeanne d'Arc, par exemple. Elle a servi vraiment à toutes les directions. Hein. Elle a été la magnifique Jeanne d'Arc de Michelet, le peuple l'emportant sur toutes les tentations d'abandon du côté des classes dirigeantes, et de l'autre, la Jeanne d'Arc aspirée par Maurras, par Daudet, et devant laquelle sa statue, vous savez, le parti dont nous parlions vient se déposer son tribut chaque année. Alors, ça prouve qu'elle était, disons, polysémique. Moi, je regrette un peu, à vrai dire, mais ça, c'est presque une plaisanterie. On a le droit à une plaisanterie ? Oui. Oui. Alors, une par émission. Je vous promets. C'est que si elle n'avait pas entendu ces voix à Don Rémy, qu'elle n'était pas, par conséquent, empêcher les Anglais de venir en France, les Anglais auraient gagné, ils parlaient tous français, et qu'il y aurait actuellement du côté du Québec un petit groupe d'anglophones essayant désespérément de préserver leur langage. C'est bien parfois de réécrire l'histoire ainsi. Est-ce que l'histoire, elle intéresse toujours autant les Français ? Peut-être ça le plus important. Là où je suis, en tout cas, je ne peux que le constater. Nous faisons des festivals ici ou là où ils arrivent en quantité. Regardez le fait que vous m'ayez invité ce soir. Il y a une sympathie personnelle qui doit compter, mais quand même, c'est pas pour ça. Hein, c'est vraiment parce que... Et je le vois. J'ai une émission à France Culture dont j'ai tiré ce livre. Il y a une sympathie et il y a évidemment ce livre qui s'intitule « Le récit national, une querelle française ». Querelle française et une spécificité française, vraiment, de s'étriper un petit peu, de s'écharper sur ce récit national ? Non, de considérer que l'histoire doit servir à tenir un bon cap, c'est-à-dire éviter l'espèce de morosité, vous savez, c'était tellement mieux avant. Beaucoup de vieillards disent ça, c'était mieux avant. Donc, il y a un film de René Clair, comme ça on vu les vieux messieurs, qui disent quand j'avais 20 ans, etc. Mais non, il y a des choses qui étaient mieux, d'autres qui étaient moins bien. Et puis en sens inverse, d'aller dire on va se couvrir la tête de cendre rétrospectivement, la France n'a été qu'affreuse, etc. Il faut que les programmes scolaires, adaptés naturellement aux âges différents des enfants, trouvent un équilibre entre ces deux choses. L'histoire, c'est d'abord un récit, donc c'est merveilleux, parce que ce sont des belles histoires. La vie, l'avait bien compris. Mais c'est aussi et prioritairement une école d'esprit critique. Donc je n'attends pas qu'on vous dise c'était ainsi, mais qu'on fasse réfléchir les enfants et les adolescents à la manière dont la question se pose, à ce qu'il en reste aujourd'hui, au débat éventuellement qu'il y a eu autour, tout en n'oubliant pas, après tout, que la France est quand même un rudement beau pays. Derrière le mot récit national, il y a un autre mot, identité. Oui. Il est là, et d'ailleurs il est, j'allais dire, c'est comme un spectre qui est tout au long... Non, c'est pas un mot tabou pour vous? Non, je le prends de plein fouet en disant que je n'ai pas du tout envie qu'on nous prenne ce beau mot. J'ai été très malheureux, comme beaucoup de Français, lorsque le président Sarkozy avait fait un ministère de l'identité et de l'immigration nationale. Ça voulait dire que l'identité était menacée. Si on comprend l'identité comme quelque chose de figé, d'immobile, qui vient de siècle en siècle, alors évidemment on se protège, on se replie, c'est horrible. Si en revanche on voit l'identité comme quelque chose de mobile, qui n'a pas cessé de s'enrichir des apports extérieurs... Vous la voyez heureuse, mais vous ne l'avez pas naïve quand même. Non. Ma réponse ne vous étonne pas, je ne la vois pas naïve, je la vois attentive, je la vois ardente, je la vois réfléchie, je la vois mobile, et je la vois en même temps convaincue qu'il y a une identité française, comme il y a une identité britannique et une identité belge. Regardez les stéréotypes, regardez la manière dont nous parlons des uns des autres. Si ça ne nous enferme pas, si ça nous oblige à une fermeté et à une ouverture au monde entier, alors, alléluia. Ces thèmes-là, ils sont importants quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas au cœur de cette campagne aujourd'hui? Je sais, les affaires, tout ce qu'il y a eu, mais est-ce qu'on a eu une campagne anesthésiée ou une campagne qu'on ne mérite pas? On aurait mérité une autre campagne sur tous les sujets, évidemment, des sujets de fond, mais également l'origine nationale, l'identité, ce qu'on doit apprendre aux enfants. Cette campagne illustre ce que l'on peut dire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a la mousse de surface, des événements inattendus, qui auraient dit que monsieur aurait été frappé par des attaques de tel type. Hein. C'est imprévisible. Et puis en même temps, chemine le plus lent, le générationnel, les évolutions, et puis le très long, c'est-à-dire les mentalités. Et chaque conjoncture, dont la nôtre, par-delà tout ce qui peut être passionnant, excitant, préoccupant, angoissant, est constituée de ce feuilleté temporel, de cette
ensemble quasiment géologique de ce qui est immédiat, de ce qui bouge plus lentement. Et comment l'historien... chaque conjoncture est spécifique. C'est ça notre métier, c'est d'expliquer ça. Mais comment vous regardez, vous, cette campagne? Vous la regardez avec ce recul, cette distance comme tout le monde, malheureusement, nous manquons? Je ne sais pas. Un mélange, c'est-à-dire un intérêt citoyen passionné. Chacun a ses goûts et ses préoccupations, ses inquiétudes, ses espérances. Je ne prétends pas ne pas être moi-même attentif, pas plus que vous, à l'immédiateté. Mais en même temps, c'est vrai que par profession, par choix, par vocation, j'aime à chaque moment, comme vous venez de m'inviter obligeamment à le faire, à replacer l'immédiateté de ce qui se passe dans la longue durée, à la fois ce qui s'est passé et la manière dont les gens imaginent que ça s'est passé ou pensent que ça s'est passé. Parce que là, comme ailleurs, une idée fausse est un fait de vrai et mérite à son tour d'être étudiée. Quand on a une fausse idée de ce qui s'est passé, qu'on déforme, eh bien, cette déformation devient à son tour un ressort de l'histoire. Vous vous rendez compte comme notre métier est beau? Merci alors pour cette prise de recul et cette distance nécessaire dans cette campagne qui ressemble vraiment parfois à un chaudron bouillant. Le récit national, une querelle française avec les grandes questions qui auraient mérité certainement davantage de temps dans cette campagne. Merci encore Jean-Noël Jeannet, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de votre Le livre accueil. est aux éditions Fayard. On arrive presque à la fin de cette émission. À suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Je pense que depuis 10-15 ans, nous vivons dans un système où le président, par pratique politique et politico-médiatique, descend dans l'arène sur tous les sujets et sur le quotidien. Et si je suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèse dentaire pour reprendre votre expression. C'est ça votre 6e République à vous? Non, c'est pas la 6e, c'est la 5e dans ce cas-là des chansons. Pourquoi je ne dis rien? Non, mais je crois que c'est une expression, elle n'a jamais été expliquée. Je vais vous dire, je suis pour articuler un peu mieux l'horizontalité et la verticalité. C'est-à-dire que sur certains sujets, le président de la République doit s'abstraire du quotidien, doit laisser son Premier ministre, son gouvernement faire, et donner à la fois un sens et trancher. Pourquoi? Parce que le président de la République, il est le garant des institutions. Et le garant des institutions ne peut pas être responsable de tout le temps. C'est la grande erreur d'avoir un président qui est tous les jours sur les chaînes d'information continue. C'est la grande erreur d'avoir un président qui va régler tous les micro-problèmes. Parce que si vous êtes responsable vous-même de tout, vous n'êtes plus le garant des institutions. Moi, je dis, il faut augmenter les salaires. 1 800 € net par mois, c'est un minimum. Vous ne l'entendrez pas du côté de Mme Le Pen, ni du côté de M. Macron, et sûrement pas du côté de M. Fillon. Comment vous le financez? Donc, alors, voilà, là, enfin. Alors, moi, je dis ça. Je dis aussi qu'il faut un emploi et un salaire pour tous. Je dis qu'il faut répartir le travail au lieu de presser les salariés comme des citrons aujourd'hui, de les alourdir avec des horaires délirants. Donc voilà, moi, c'est le camp des travailleurs, effectivement. Et comment on le finance? Eh bien, moi, je vous pose la question. Comment on finance les dividendes de ces grands actionnaires? Vous répondez aux questions par une autre question. C'est facile. Non, mais parce que là, on trouve toujours l'argent. Vous voyez, pour payer ces PDG 300, 400 fois le SMIC, il n'y a pas de problème, on trouve l'argent. Pour que la fortune de M. Arnault grimpe jusqu'à 39 milliards, on trouve l'argent, bizarrement. Donc moi je dis oui, dans cette société, il y en a qui dominent et qui aspirent l'argent à leur propre compte. Et pour prospérer, pour devenir encore plus riches, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les salaires, ils suppriment des emplois et ils aggravent l'exploitation. Alors j'ai deux questions. Il faut que les travailleurs se battent pour que les richesses qu'ils produisent leur reviennent. Voilà ce que c'est que le camp des travailleurs. Nous, notre courant politique, on a tourné autour des entre 4 et 5 au mieux. On sait que ça c'est possible, mais bon, après la situation sociale c'est pas la même non plus. C'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On le voit sur plein de choses. L'extrême droite est beaucoup plus présente. On voit même le deuxième tour qui pourrait être droite-droite. Enfin voilà, on voit où on en est. Hein. Donc on n'est pas, on sait pas ce qui est possible en réalité. On sait pas. Donc nous, ce qu'on sait, on n'a pas de chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que plus on fait, mieux c'est, parce que c'est pas parce qu'on n'a aucune chance d'être élu ou qu'on veut pas être élu qu'on se moque du résultat. On y tient. On tient à ce qu'il y ait le plus possible, parce que ça veut dire que quelque part nos idées gagneraient en crédibilité, et puis que derrière ça peut redonner confiance, et que derrière encore ça peut aussi être le signal qu'il est possible de réagir, et rapidement, parce qu'on pense qu'il va falloir qu'on réagisse très rapidement, et que les élections ne changeront pas notre vie, et que derrière il y aura une résistance sociale qui sera fondamentale pour la suite. Donc notre score, on imagine que ça peut aider à tout ça, quoi. Donc plus on fait, mieux c'est. Voilà.
y a d'abord le premier tour. Je crois que Marine Le Pen a mené une campagne de fond et on voit bien qu'en se maintenant à un niveau très élevé, quelle que soit l'actualité de la campagne, quelles que soient les hausses ou les baisses des autres candidats, ça montre la solidité des électeurs qui se tournent vers elle. Elle ne s'est pas laissée imposer son calendrier par les uns ou par les autres. Elle est restée dans la logique des institutions, la rencontre d'une candidate avec le peuple, alors que les autres se sont enfermés dans leurs primaires. Et on a même le sentiment qu'ils n'en sont toujours pas sortis, finalement, à droite comme à gauche. Donc je crois que la dynamique, elle est clairement de son côté. Et on le voit tous les jours sur le terrain, on le voit dans les meetings. Bon, c'est pas ce qu'indiquent les sondages. Bon. Si, bien sûr que si. Après qu'il y ait une variation d'un point ou deux, vous conviendrez quand même qu'on ne peut pas facilement en tirer des conclusions. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h pour 1h30 de débat, décryptage et puis le grand entretien à suivre. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.